Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'Invité Culture. Mon invité aujourd'hui est docteur en philosophie, chercheur associé au laboratoire Philosophie Pratique Critique de l'Université Radi de Marrakech, auteur et conférencier. C'est surtout un observateur attentif de ce que le monde a à nous dire. Sa démarche profondément empirique fait dialoguer la philosophie avec d'autres formes de pensée, toujours à l'écoute du réel et de l'expérience concrète. Il vient de publier un ouvrage captivant au titre particulièrement évocateur, Le peintre et le Hakawati, ce que l'art fait à la philosophie, une exploration de ce qui se joue lorsque le pinceau et le verbe bousculent la pensée. Soufiane Mezour, c'est un plaisir de vous avoir avec moi aujourd'hui. Merci d'avoir accepté cette invitation. Tout le plaisir est pour moi, je suis ravi d'être ici et je vous remercie pour votre accueil. Merci aussi d'avoir accepté cette invitation. Je vais montrer d'abord la couverture de votre livre, donc Le peintre et le Hakawati. Donc je le reprononce correctement, je l'ai un petit peu écorché en introduction. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre démarche qui vous a poussé à écrire ce livre d'abord ? Oui, bien sûr. Alors, tout d'abord, j'aimerais dire un mot assez rapidement pour planter le décor et pour situer le contexte dans lequel le livre a pris forme. C'est d'abord un livre qui raconte l'histoire de deux bonhommes qui se rencontrent pour la première fois. Le premier est peintre et le deuxième est Hakawati. Donc Hakawati, c'est conteur en français, c'est quelqu'un qui raconte des histoires, des fables, donc une bonne partie de la tradition, de notre tradition orale et de notre patrimoine est justement incarné par ce personnage du Hakawati. Et donc cette rencontre, elle a été provoquée en quelque sorte à l'occasion d'une résidence artistique que j'ai eu le plaisir d'organiser autour de la thématique de l'acte de création en peinture et plus particulièrement face à l'altérité. Autrement dit, une fois que le peintre, que l'artiste se trouve face à l'inconnu, et cet inconnu est en l'occurrence incarné par le Hakawati, eh bien ce peintre, comment il s'y prend, quelles sont les difficultés qu'il rencontre, comment il va essayer de les surmonter. Et l'idée que j'avais en tête au début de la résidence, c'était en quelque sorte de sortir le peintre de son atelier. Ce qui se passe normalement dans l'intimité de l'atelier. Et là-dessus, on peut imaginer bien sûr la figure du peintre solitaire qui travaille à l'abri des regards. Et là, justement, on a essayé, dans le cadre de cette résidence, de le mettre en scène et de le confronter au regard du public. Et étant donné que c'est une résidence artistique, il y avait aussi ce qu'on pourrait appeler des spectateurs, donc des inconnus qu'on avait invités parce qu'ils s'intéressaient à l'art, ils voulaient voir un petit peu ce qui se passait sur place. Et à côté de ça, il y avait aussi une caméra qui tournait. On a, avec une petite équipe de tournage, on enregistrait pratiquement toutes les étapes du projet. Donc c'était un petit peu le contexte dans lequel ce livre a pris forme. Et si je peux ajouter un mot, l'idée, vraiment ce qui m'intéressait, surtout dans le fait de confronter et de mettre ensemble le peintre et le Hakawati, c'était cette question-là de l'altérité et voir un petit peu qu'est-ce qui pouvait émerger de nouveau ou pas. Parce qu'il y avait aussi le risque qu'il ne se passe rien entre les deux. En tout cas, vous avez dit que le peintre était confronté à l'inconnu. Pourquoi le Hakawati représente un petit peu cet inconnu ? Qu'est-ce qu'il symbolise ? Alors, c'est une très bonne question et je vais essayer d'y répondre sur deux points. D'abord, pour moi, personnellement, l'inconnu ou l'altérité, elle est représentée par chaque individu. Chaque individu est, comme on sait, est singulier. Chaque individu a sa vie, son vécu, ses attentes, ses projets, etc. Donc l'altérité, elle est là. Question de degré, bien sûr. Si le Hakawati, si les deux personnages du livre se connaissaient un peu,
j'aurais dit, il y a quand même altérité, mais à moindre degré. Mais l'altérité, elle est là. Le deuxième point, c'est pourquoi il y a aussi la question de l'inconnu à laquelle le peintre était confronté. C'est parce que parmi les objectifs de la résidence, comme je disais il y a un instant, le fait de faire sortir le peintre de sa zone de confort, et donc tout ce qu'il avait l'habitude de faire, que ce soit au niveau de la technique, au niveau des sujets qu'il choisissait lui-même, des modèles. Là, pour le coup, il y avait quelque chose qui était imposé à lui ou à elle. Et l'inconnu, par conséquent, devient double. L'altérité de la personne, parce que toute expérience est par définition singulière, on ne peut pas la reproduire. Très souvent, on ne peut même pas la programmer. Donc nous, ce qu'on avait fait, c'est provoquer cette rencontre, deux bonhommes qui ne se connaissaient pas, et voir un petit peu ce qui allait se passer entre les deux. Et je dirais que l'originalité peut-être de la démarche, et là je reviens à votre question initiale, c'est que le peintre n'était pas invité à peindre le portrait de la personne, bien que la question du corps, du visage, de la posture m'intéressait aussi. Ce qu'il devait peindre, c'était la rencontre elle-même. D'accord. Autrement dit, l'expérience brute, ce qui se passait humainement, artistiquement, esthétiquement, et même le fait de se retrouver dans un environnement, un espace et un temps bien définis. Il y avait toute une série je dirais, d'éléments obstacles avec lesquels le peintre devait composer. Et donc c'est à ce niveau-là que se situe à la fois l'altérité, l'inconnu et le défi double que le peintre devait relever. Et celui aussi de mettre, on va dire, je ne sais pas si le bon terme c'est papier, mais sur toile peut-être, finalement une représentation très abstraite, puisque il ne peint pas un objet en particulier, mais une atmosphère, une rencontre, un ressenti. Donc j'imagine... Alors vous avez parfaitement raison de dire comme ça abstraite, parce que c'est un peu logique, étant donné les conditions de travail. Mais parmi on n'avait pas de conditions. Il y avait quelques règles du jeu entre guillemets, mais il n'y avait pas de conditions ni de contraintes imposées à l'artiste. L'artiste était parfaitement libre de peindre ce qu'il souhaitait. Sauf que là, pour réagir à votre remarque sur la peinture abstraite, aucun genre de peinture n'était imposé non plus. C'est-à-dire que si à un moment donné, face à l'inconnu, à l'altérité, et donc en l'occurrence face au Hakawati, il y a un portrait qui sort, personne n'a le droit de dire au peintre, vous avez tort, vous auriez dû utiliser de l'abstrait, de la pop culture ou de l'hyperréalisme ou autre chose. Donc l'abstrait peut, disons, comme ça, s'offrir de manière un peu plus facile, parce qu'effectivement, il s'agit d'un vécu, il s'agit d'un ressenti, donc c'est peut-être plus facile de partir vers de l'abstrait que d'autre chose. Eh bien, les résultats, enfin, je ne sais pas si je peux les appeler comme ça, mais en tout cas, ce à quoi on avait abouti, c'était assez surprenant, et on a eu justement de l'abstrait, mais aussi... Alors du concret, oui, étant donné que c'est que le livre lui-même est le résultat d'une enquête de terrain, donc il y avait du concret certainement. Il y avait des toiles, il y avait de très beaux tableaux, il y avait des tableaux inachevés, ça on pourra peut-être en dire un mot tout à l'heure, et il y avait des tableaux dont les artistes étaient satisfaits, d'autres moins satisfaits. Qu'est-ce qu'on peut dire des tableaux inachevés? Parce qu'on n'a plus beaucoup de temps justement pour laisser pour tout à l'heure, donc j'en profite. Oui. Alors très bien, moi personnellement, je ne vais pas parler à la place de l'artiste, mais ce qu'on pourrait dire sur les tableaux inachevés, c'est que, disons que les grands artistes
tous, sans exception, disent à peu près la même chose là-dessus. On ne peint pas par plaisir, mais par nécessité. Je pense qu'à un moment donné, lorsque l'artiste sent qu'il n'y a plus grand-chose à dire, ou quand il est face à l'équivalent de la page blanche de l'écrivain ou de l'écrivaine, quand il se sent un petit peu en butte contre un obstacle insurmontable, il ne va pas s'amuser à finir, disons, à faire du forcing, comme on dit, et à finir son tableau pour le finir. Donc c'est parce que la nécessité ou le besoin lui impose à poser le pinceau. Et peut-être à revoir soit le projet, soit passer à une nouvelle toile. Votre démarche, en tout cas, est empirique, attentive au réel, comme je disais tout à l'heure en introduction, et à l'expérience donc sur le terrain concrète. Qu'est-ce qu'il en ressort finalement maintenant quel bilan faites-vous après avoir écrit ce livre, après cette rencontre? Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience? Alors c'est une grande question. Elle est très très vaste. Je dirais tout d'abord que ce qui m'a le plus frappé, c'est le courage des artistes eux-mêmes, le courage dont ils ont fait preuve, d'abord pour avoir accepté de s'exposer au regard du public, des spectateurs et de la caméra, chose qui n'est pas du tout évidente, même pour des artistes expérimentés. Donc ça, c'était le premier défi. Moi, personnellement, mon ressenti, d'abord, j'ai appris énormément de choses sur le travail des artistes, parce que le but de cette philosophie empirique ou pragmatique, comme vous disiez tout à l'heure, c'était de décrire l'acte de création, c'est-à-dire non pas l'œuvre achevée, mais l'œuvre en train de se faire. Et le fait d'avoir observé tout cela de près m'a permis de comprendre un peu mieux de quoi il retournait. Que ce soit l'étape de l'inspiration, ce qui a poussé le peintre à choisir telle couleur, à choisir telle ligne, à hésiter à tel moment. Donc tous ces micro-moments étaient essentiels pour moi. Et grâce à cette démarche, j'ai réussi quand même un petit peu de comprendre un petit peu plus ce qui se passait au cœur du processus créatif, en tout cas pour ce qui est de la peinture. Et puis ce parallèle entre l'art et la philosophie aussi, j'imagine. Absolument. Il y a un travail de traduction, entre guillemets, très, très difficile de passer d'un registre, d'une forme de pensée à l'autre, surtout quand on n'est pas, c'est-à-dire dedans, quand on ne maîtrise, quand on n'est pas peintre, quand on n'est pas artiste. Et d'ailleurs, c'est une excellente question parce que ça permet aussi de valoriser cette partie empirique de la philosophie, à la différence d'une philosophie spéculative, idéaliste, où on joue avec le concept pour jouer avec le concept. Un exercice de style, pour dire les choses autrement. La partie empirique, elle m'a permis justement de rapprocher un peu plus la philosophie, en tout cas la philosophie telle que je la pratiquais, de la peinture, et plus généralement de l'art. Et ce pont-là, on ne peut le construire entre la philosophie et la peinture que si on est embarqué, c'est-à-dire sur le terrain, auprès de l'artiste. Il y a une partie qui est de la philosophie, la philosophie de l'art. On peut très bien écrire un livre de 300 pages sur un tableau. Pas besoin d'aller voir le tableau dans un musée ou dans une galerie. On a juste l'image, on peut très bien en parler. La philosophie empirique, elle a, disons, cette exigence supplémentaire, c'est de dire, très bien, ça c'est l'œuvre achevée, mais ça serait quand même intéressant de voir un petit peu ce qui s'est passé auparavant. Dans les coulisses, un petit peu. C'est exactement les coulisses ou l'équivalent du making-of pour un film ou pour une pièce de théâtre. Et ça ajoute énormément de richesse à l'activité de la philosophie elle-même. Et un dernier mot pour conclure sur le message que vous avez envie de transmettre, peut-être ?
Les philosophes n'aiment pas conclure parce que c'est toujours dangereux. Mais j'aimerais dire ceci, hein, c'est que ce livre est le fruit d'un travail d'enquête sur le terrain, d'une résidence artistique, et c'est surtout grâce d'une réflexion aussi, parfois individuelle, parfois collective, parce que j'en profite pour rendre hommage à tous les artistes résidents, et en particulier, là pour le coup, nous avons deux personnages de protagonistes, le peintre et le hakawati. C'est aussi grâce à eux, et c'est pas une façon de parler, c'est sans la contribution de ces deux personnages, il m'était tout simplement impossible, j'allais dire même de réfléchir, avant même d'accoucher, la pensée ou les idées sur le papier. Donc ça, j'en ai tiré un certain nombre de leçons. D'abord sur l'art, comment il se fait, comment il se pratique, et aussi l'importance pour la philosophie, parfois, je dirais même souvent, de ne pas débarquer, comme on dit, avec des concepts massifs tout faits dans les poches, parce qu'encore une fois, j'aurais pu mobiliser des théories déjà établies, déjà installées, et les plaquer, comme on dit, sur le tableau, sur le travail du peintre. Mais disons que j'ai essayé d'inverser un petit peu la situation en partant avec, sans préjugés, comme on dit, un regard sans théorie, comme disait Matisse, et je me suis laissé, comment dire, je me suis laissé un petit peu prendre par le flux de l'expérience, par les échanges entre les deux personnages, et par la matière aussi, par les couleurs, par tout ce qui était performé devant mes yeux, quoi. Merci à vous. En tout cas, Soufiane Mezour, c'était un plaisir de revenir sur ce livre qui est le vôtre et de vous recevoir comme invité aujourd'hui. C'était un plaisir. Merci. Plaisir partagé. Merci de m'avoir invité. C'est la fin de l'Invité Culture pour aujourd'hui. Très bonne journée.